L'embarquement au Cap Saint-Jacques, le 29 avril 1956, du dernier soldat du corps expéditionnaire, mettait un point final à la colonisation par la France des pays de l'Indochine orientale. Déjà, à cette date, depuis Dien Bien Phu et les accords de Genève, une bonne partie de ce que l'on appelait les Français d'Indochine avait pris le chemin de la métropole. D'autres suivront au cours d'un long rapatriement étalé sur plus de 10 années. Repli vers la patrie nominale qui, pour certains, ceux dont la citoyenneté est française, mais dont l'origine, la langue maternelle et la culture native sont asiatiques, fut bien souvent, plutôt qu'un rapatriement, un exil, une expatriation. Onze années après, un millier de ces naufragés de la colonisation, originaires pour la plupart du Vietnam, demeurent ici, près de cette petite ville du pays d'Agen, singulière et semblable à tant d'autres, à la cité d'accueil, sur les bords du Lot, au milieu des vergers de prunes dentes et des champs de haricots verts, dont la cueillette, à la saison, leur procure quelques ressources complémentaires, en dehors de travaux plus réguliers et de l'aide que leur apporte l'État. Pour les gens du pays, c'est ici, sans hostilité non plus que sans sympathie particulière, le camp des Chinois. C'est un ancien camp militaire dont les baraquements ont été aménagés pour y loger des familles, le plus souvent nombreuses, femmes, enfants et adolescents formant la grande majorité de la population. Enclave dans la commune, le camp à lui seul est presque un village. Une haie tout autour et une seule entrée. Il a son administration, son école, son service médical, sa salle des fêtes, ses commerces. Son église, et enfin, aménagé au bout d'un bâtiment, avec face à l'entrée, son Kei Huang, hôtel aux esprits du ciel, sa pagode, où un groupe de bouddhistes et de fidèles des génies maintient, transplantées mais vivaces, quelques-unes des traditions religieuses du Vietnam. Domaine des Bouddhas et des génies, et peut-être autant que cela reconstituer sur la terre lointaine une parcelle du pays perdu. Ce que l'on appelle en français la pagode, c'est en vietnamien tout à la fois le Chua et le Den. Chua, c'est le temple des Bouddhas. Den, c'est le temple des génies. La partie centrale est l'espace proprement bouddhique. Devant les autels, devant les représentations des Bouddhas et Bodhisattvas, devant les trois précieux, les trois corps du Bouddha, on vient réciter les sutras, les livres sacrés, prier et par son nom 1000 et 1000 fois répété, invoquer Asida, le Bouddha suprême, le Bouddha de la lumière infinie qui attend ses fidèles au paradis de l'Ouest, dans la terre de pureté, au monde de la joie et du perpétuel printemps. À gauche est l'hôtel de Quan Dé, appelé plus familièrement Monsieur le Saint, le génie de la guerre, des lettres
et des richesses. À droite est l'autel et l'espace, le temple des génies des 4 palais. C'est ici qu'il leur plaît de descendre s'incarner dans leurs servantes, les Badongs. Innombrables sont les génies qui peuplent les 4 mondes. Aucune imagerie ne saurait donner une représentation complète de cette immense société hiérarchisée, de cette bureaucratie fantastique qui répond dans l'au-delà des dieux à la société traditionnelle du Vietnam. Au sommet du panthéon restreint des 4 palais, Quanam, la déesse bouddhique, qu'entourent l'enfant d'or et la jeune fille de jade, puis les 3 saintes mères, les grands mandarins et les dames. Le serpent blanc et le serpent sombre, formes aquatiques du 3e et du 5e grand mandarin, sont les protecteurs du sanctuaire. Il arrive, dit-on, qu'on les rencontre la nuit sous leur forme humaine, aux alentours de la pagode, veillant. Les 5 génies tigres, mandarins militaires, gardent les 5 points cardinaux. Le tigre blanc est le gardien de l'Ouest. S'incarnant, les génies viennent refaire avec les objets de ce monde les gestes de la vie. Au plafond sont suspendus les chapeaux offerts aux divinités des 4 palais, offrande à la suprême déesse mère et à tous les génies. Offrande aux 3 saintes mères du ciel, des monts et forêts et des eaux. Offrande aux grands mandarins génies dragons. Offrande aux dames, assistantes et avatars des saintes mères, et qui sont à la tête des 4 palais, du ciel, des monts et forêts, des eaux, de la terre. Offrande aux princes, les fils du roi dragon des 8 mers du Dongdin. Offrande aux demoiselles, les suivantes des dames, et plus spécialement de Chao Denyi, la dame des monts et forêts, la dame des hautes régions. Offrande de chapeaux, mais aussi de toutes sortes d'autres objets disposés par 12 en cerceaux au-dessus de l'autel des montagnes. Voici les fées, les demoiselles en leur séjour aux 36 grottes des immortels, ou, cueillant dans la forêt les herbes qui guérissent, tandis que les princes parcourent pour les venir visiter les chemins. À ces jeunes génies, et à tous les génies enfants, secourables, mais aussi redoutables par leur malice et leur espièglerie, les fidèles apportent en grand nombre des jouets et des friandises pour que soient exaucés leurs vœux ou en guise de merci. La partie centrale du culte aux 4 palais est la cérémonie du service des ombres, au cours de laquelle descendent les génies. C'est tour à tour chaque badang, chaque servante des génies qui offre une cérémonie, qui prête sa forme humaine aux êtres de l'au-delà. Chacune devrait ainsi servir les ombres au moins 4 fois dans l'année. Mais la cérémonie coûte cher à la badang. Aussi, la plupart des dames ici n'en peuvent offrir en fait qu'1 ou 2 par an.
La préparation de la cérémonie commence plusieurs jours à l'avance. La Badong choisit le jour faste au calendrier divinatoire, invite les autres servantes et fidèles des génies à l'assister dans l'accomplissement des rites, achète les offrandes pour les différents autels de la pagode et les fleurs, les fruits, les alcools et les friandises que les génies au cours de leur séjour en ce monde distribueront aux assistantes. La gardienne de la pagode, la veille du jour choisi, prépare le plateau des offrandes aux âmes errantes, âmes malheureuses réduites à la mendicité des pagodes et aux offrandes collectives des humains charitables. Âmes des morts des familles éteintes, des morts sans sépulture, des noyés et des assassinés, des vagabonds tombés au bord du chemin et des criminels qu'on a décapités. À cette immense cohorte d'esprits en peine, affamés et nus, qu'attireront demain les chants et le joyeux tumulte, et qui pourraient devenir terribles aux mortels oublieux, sont offerts des vêtements de papier, tuniques et pantalons, et sont aussi offerts des feuilles d'or et d'argent, des sapèques, de la nourriture. Le plateau est déposé à l'autel des âmes errantes, juste devant l'entrée du temple. La Badong prépare les vêtements des génies. Ces vêtements qui ne servent à nul autre usage sont la propriété personnelle de chaque servante des génies, ainsi que les objets de parure. Leur nombre est élevé, en principe un costume pour chaque génie. Au minimum, il est nécessaire d'avoir les costumes dans les 5 couleurs fondamentales, rouge, vert, blanc, jaune et bleu indigo, et les accessoires des génies masculins d'une part, féminins d'autre part. La Badong doit se préparer elle-même à servir les génies par des prières et des rites de purification. Dès la veille, au moins, elle s'abstient de viande, de vin et tout autre aliment riche. Demain, elle sera à jeun et dans un état de parfaite propreté, tout particulièrement la tête, puisque c'est là surtout que descendent les génies. Les cérémonies ici ont lieu l'après-midi. Dans la matinée est dressée devant l'autel des 4 palais la table des offrandes aux génies et préparé le repas rituel. Les papiers votifs seront tout à l'heure transférés par le feu dans le monde de l'au-delà. Quant au repas, après que les génies s'en soient nourris de la vue et de l'odeur,
Les restes en seront consommés par les assistants à l'issue de la cérémonie. L'une des badongs vient prier les Bouddhas de bien vouloir agréer la cérémonie. Bất tạ ngã sinh bất thiện chư phiền não, họ nguyện viện tiêu trừ tội trước. Au début de l'après-midi, les objets votifs en papier, ceux destinés aux âmes errantes et ceux destinés aux génies, sont transmis aux êtres immatériels. Du riz cru, puis du riz cuit est répandu aux environs de la pagode pour les âmes délaissées et les redoutables maquis, les démons. Avant la cérémonie au génie, ce jour-là qui était un dimanche, les bouddhistes se réunirent à la pagode. Bien que distincts, les deux cultes, aux bouddhas et aux génies, tout aussi bien que dans le temple, coexistent dans les croyances et les pratiques des fidèles. Si plusieurs des bouddhistes ne servent pas les génies, et souvent même considèrent avec sévérité le culte tumultueux qui leur est rendu, les disciples des génies, par contre, se considèrent tout aussi bouddhistes que les autres et n'invoquent pas avec moins de piété les bouddhas que les génies. Il est 3 heures de l'après-midi, le 23e jour du 6e mois lunaire de l'année de la chèvre. La cérémonie aux 4 palais va commencer. Tandis que se prépare la badong,
avec l'assistance de ses deux aides, main de l'encens à sa droite, main des vêtements à sa gauche, et de ses amis, on chante l'hymne d'invocation à l'ensemble des génies. Tous invoqués, quelques-uns seulement des génies du panthéon des 4 palais vont descendre sur leurs servantes. Les uns viennent à presque toutes les cérémonies, quelle que soit la badongue qui officie. D'autres viennent plus rarement, ou seulement sur certaines badongues. D'autres encore ne descendent jamais. Mais appartenant à des groupes et à des séries bien déterminées, les génies qui s'incarnent viennent suivant un ordre de préséance toujours respecté. Se cachant le visage sous le voile rouge de la prise de possession, la servante des génies ferme les yeux sur les choses de ce monde. On recouvre de la même manière le visage des morts. Les saintes mères descendent les premières, mais seulement pour un bref instant. Trop élevées dans la société des dieux pour s'incarner, elles laissent ce soin à leurs assistantes, les dames. Le premier grand mandarin, Quan Lân Đệ Nhap, est descendu. Comme tous les premiers génies de chaque série, sa couleur est le rouge. Désormais, c'est un être surnaturel. C'est le génie lui-même qui est là, à qui l'on s'adresse avec les formules du plus grand respect, celles réservées aux nobles et aux puissants. Les grands mandarins sont des génies dragons, maîtres de la pluie, des nuages, de la foudre et du vent, et gardiens des registres de la vie et de la mort des hommes. Le noble mandarin a les 6 connaissances et la puissance des génies. Son autorité s'étend sur les 3 mondes. Son air est majestueux, son pouvoir mystérieux. Il accomplit la mission que lui confie le roi. Aussitôt tombe la pluie et se lève le vent. Le tonnerre gronde dans les 8 directions. Les nuages couvrent le ciel. Ô premier grand mandarin céleste, votre renommée partout s'est répandue. Qui pourrait se comparer à vous, premier grand mandarin céleste qui servait les génies et les immortels avec fidélité? Nous, vos enfants et vos disciples, de tout cœur nous vous implorons.
le deuxième grand mandarin. Comme tous les seconds génies de chaque série, sa couleur est le vert. Mandarin civil et militaire, il chasse les démons et secourt les hommes. Le Fils du roi d'en haut s'est incarné parmi les hommes. À quiconque est dans le malheur et l'implore, le Seigneur secourable apporte la guérison, la longévité, le bonheur et la paix. Le troisième grand mandarin, en blanc, troisième des couleurs fondamentales. Le troisième grand mandarin est le fils du roi dragon des 8 mers du Dongdin. Un vieux couple sans enfant ramasse un jour 2 œufs, d'où, à quelque temps de là et de manière étrange, sortirent 2 serpents, l'un clair et l'autre sombre. Le mari dit à sa femme, « Nous sommes âgés déjà et n'avons pas d'enfants, élevons-les comme s'ils étaient nos fils. » Mais ces gens étaient pauvres, et les serpents ne voulaient manger que des œufs, des poulets et du riz. Ne pouvant plus les nourrir, la femme dut, en s'excusant, les jeter dans la rivière Chan. Or, ces serpents étaient les 2 fils du roi du palais des eaux. C'était le 3e et le 5e grand mandarin. Il se fit dans la rivière aussitôt qu'ils y furent jetés de tels remous et de tels tourbillons qu'il devint impossible d'y passer en bateau. Une princesse qui voulut traverser se fit expliquer l'histoire des 2 serpents. Elle pria au bord du fleuve et le calme revint. On éleva alors un temple pour vénérer les 2 génies. Le génie distribue aux assistants la richesse et le bonheur.
le 5e grand mandarin, qui est le génie Tuan Chan, règne sur les hautes régions, au pays des Muong, où son père, le roi des eaux, l'exila pour avoir une fois enlevé et amené au palais des eaux la femme d'un mandarin du monde des hommes. C'est un génie puissant et redoutable. Son maintien est semblable à celui du tigre. Il sait détruire les démons, attraper les mauvais esprits, chasser les génies malfaisants. Il a charge de diriger les armées du ciel. En tout lieu, il passe, traversant le pays du Nord, visitant la capitale du Sud. Il va dans les pays d'Orient et dans ceux d'Occident. Quand il manifeste sa puissance, le vent avec violence souffle les nuages, emporte les arbres, renverse les maisons. Un moment seulement et le Seigneur s'en retourne et disparaît sur le dos du tigre blanc, courant vers les hauteurs du ciel. Chao De-ni, la dame deuxième des monts et forêts, est l'un des génies les plus importants du culte. Elle est l'assistante de la deuxième Sainte Mère et règne sur les hautes régions. Son costume est celui des peuples montagnards. Elle parle d'une manière saccadée comme les Man, elle traîne sur les mots comme les Muong. Parler des montagnards, parler des Man, parler des Toho, parler indistincts. Elle prit un jour la forme humaine au village de Dongquang chez un vieux ménage Man qui, malgré sa vertu, n'avait jamais eu d'enfant. Belle et douée de toutes les qualités, elle demeura auprès de ses parents. Et jamais son cœur chaste, en dépit des feuilles rouges et des billets d'amour, ne s'émut au vent printanier. Après sa mort terrestre, les populations des montagnes lui élevèrent des temples et elle exauça leurs prières. Nous offrons ce chant à la sainte immortelle des monts et des forêts qui s'incarne aujourd'hui à Dongquan, à Tanquan. Sur la montagne de la Dame, le vent tournoie et courbe les arbres. Au fond des torrents plongent les poissons et s'envolent les oiseaux à la cime des arbres. Il se fait tard, la lune se couche et les étoiles disparaissent. La barque en forme de dragon de la sainte immortelle passe. Quan yo quan. Ses sourcils sont de papillon et ses yeux de phénix brillent comme ceux du dragon. Son visage est de fleurs nouvelles et ses cheveux de nuages. Blanche de neige est la couleur de sa peau. D'ivoire sont ses poignets. Turban vert, ceinture longue, ceinture courte, qui en ce monde pourrait se comparer à la dame pour les talents et la beauté? Élevée dans la hiérarchie des princesses, elle a charge de régir les vallées et les monts. Les esprits des montagnes, les oiseaux et les animaux qui vont à quatre pattes, les tigres et les loups féroces, tous viennent la servir. Pour se distraire, la dame se promène aux 5 grands lacs. Joyeuse, elle parcourt la forêt de Rotinmei et la forêt de Rotinmai, la forêt de Bambouzang, la forêt de Bambou Nua, la forêt de Bambou Tché, la forêt de Bambou Vao.
Chao Luk, la 6e dame, est comme Chao Det Nhi, un avatar de la Sainte Mère des monts et forêts. Elle est la déesse de Bakley. Le 3e prince, Hong Huangbo. Comme les grands mandarins, les princes sont des génies dragons. Comme eux, ils sont les fils du roi du Dongdin et maîtres des eaux et des destinées des humains. Mais ce sont des jeunes gens, coquets, capricieux et folâtres. Le 3e prince est élégant et gai comme une tourterelle. Il est dans son tendre printemps. Mais déjà, il connaît les choses de ce monde, et son nom est écrit au tableau d'or du palais des eaux. Hong Bai, le 7e prince, le prince fumeur d'opium. Pour avoir lui aussi voulu connaître avec la femme d'un mortel des amours de lune et de vent, il fut exilé par son père, le roi des eaux, près de la frontière de Chine, dans les régions à pavots, et se mit à fumer. Dans le nord, à Hazang, à Laokai, à Yanbai, vient le noble gardien des fleuves,
le gardien des fleuves des 36 grottes des immortels. Nous invitons le prince septième, gardien des fleuves, à descendre nous visiter. Au moment de gaieté, il aime le vin, il aime le thé. Au moment de tristesse, il retourne à l'opium, vapeur et brouillard. Le prince souffle la fumée aux quatre coins du ciel. Il fume quelques pipes, oisif et en paix. Ong Muoi, le 10e prince, est le plus beau et le plus joyeux des princes. C'est un prince musicien et c'est lui qui désigne les fidèles qui devront un jour venir servir les génies. Le prince est beau, élégant et gai. Élevé dans la hiérarchie céleste, il a pouvoir sur les 4 régions. Ses sourcils sont de papillon, son visage de phénix, son élégance exquise. La neige cède à la blancheur de sa peau, les nuages à la beauté de ses cheveux. Quand il s'incarne, il revêt ses habits de l'Oriot. Qui en ce monde pourrait peindre un tel tableau? La reine mère et le roi se réjouissent en leur cœur et le soignent avec tendresse telle une fleur sur la branche. Joyeux, le prince se distrait. Il repose son esprit, un temps donné à la lune et au vent, un temps à la pagode, un temps pour regarder s'épanouir les fleurs.
un temps pour guetter le lever de la lune. Tout le monde connaît le noble prince puissant et courageux. L'empereur céleste lui a décerné un brevet, lui commandant d'aller choisir les soldats, reconnaître les médiums dans les 4 régions. Au palais des eaux du Dongdin, au palais royal est le génie 3e demoiselle qui s'incarne en cette heure.
Le maintien plein de douceur de la troisième demoiselle, qui le peut égaler? Anneau d'or au poignet, bague d'argent au doigt. Elle porte une collerette de soie brodée de fleurs sans ses chaussures. Elle prépare ses vêtements, elle se pare avec élégance. Préparons et offrons à la demoiselle ce dont elle a besoin. Préparons et offrons-lui des fruits, un chapeau, une paire de chaussures. Offrons-lui de l'encens et de l'alcool, des bracelets et un éventail d'ivoire. La demoiselle donne à qui vient lui demander l'eau qui guérit. La demoiselle vient s'incarner et alors elle instruit et secourt les humains. Aussi, partout s'étend sa renommée. Kobe, la petite demoiselle, est une divinité des montagnes, suivante de Chowdhury. Demoiselle Muong, demoiselle Man, elle chante et se promène. Paysage de forêt luxuriante, les oiseaux chantent et les gibbons poussent leurs cris.
Le peuple rend grâce pour les bienfaits de la demoiselle. Ses disciples et ses serviteurs partout l'honorent d'un culte, lui offrent en grande quantité des fruits et des fleurs des 4 saisons. Il est écrit, la demoiselle descend et elle laisse ses bienfaits. Le monde des hommes conserve le bonheur, 1000 printemps, longévité. Cao Be, le 3e petit prince, est un génie enfant. Pétale de fleurs de péché, il vient juste de compter 3 hivers. Cette perle de cristal, plus on la regarde et plus elle paraît rouge. Ce corail précieux, plus on le contemple et plus il paraît frais. La danse de la licorne, danse des enfants dans le Vietnam en fête.
Un autre génie enfant vient de descendre sur l'une des dames de l'assistance. La cérémonie est maintenant terminée. Elle a duré 5 heures. La Badong remercie les Bouddhas et les génies. Les dieux s'étant nourris du spectacle et du parfum des mets, les restes du repas sont consommés par tous les assistants.
Ngon.